Deuxième coup de tonnerre, Dominique Strauss-Kahn est en prison ce soir à New York. La juge américaine Melissa Jackson a ordonné son incarcération. Ses avocats préviennent que la bataille ne fait que commencer en insistant sur la présomption d'innocence. Mais les rapports d'experts sont accablants. Selon le parquet, le tsunami politique et médiatique redouble d'intensité ce soir avec cette incarcération. Nous en parlerons tout au long de cette édition spéciale du 22h avec de nombreux invités politiques, nos chroniqueurs et des experts judiciaire. Nous évoquerons également un point important, le traitement des images. C'est un vieux débat, mais le droit d'informer autorise-t-il à tout montrer? À suivre dans un instant. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. On va tout de suite revenir sur l'audition de Dominique Strauss-Kahn au tribunal pénal de New York, au sud de Manhattan. Réquisitoire très dur du parquet, suivi par la juge qui refuse de libérer Dominique Strauss-Kahn sous caution. Il restera donc en prison au moins jusqu'au 20 mai, date de la prochaine audition. Tous les détails avec Mathilde Bélanger. 5773. Dominique Strauss-Kahn. Les traits tirés, la mine sombre, Dominique Strauss-Kahn est apparu abattu devant le tribunal de Manhattan. Des images que l'on n'a pas l'habitude de voir ici en France. Pendant plusieurs minutes, le procureur déroule son acte d'accusation. 7 chefs d'accusation au total, dont tentative de viol et séquestration. Son avocat propose une libération contre une caution d'1 million de dollars avec l'engagement de rester à New York en remettant son passeport à la justice. Pas suffisant pour la juge. La seule chose que je dois considérer aujourd'hui, ce n'est pas si votre client est coupable ou innocent, mais s'il risque de fuir ou non. Et quand j'entends que votre client était à l'aéroport JFK, dans un avion prêt à embarquer, cela soulève des préoccupations. La décision tombe, l'audience aura duré une quinzaine de minutes seulement. Dominique Strauss-Kahn reste en prison. Nous sommes de toute évidence déçus par la décision de la Cour. Je pense qu'il est important que vous compreniez que cette bataille ne fait que commencer. Et nous croyons, et nous allons le démontrer, que M. Strauss-Kahn est innocent de ces accusations. Sa prochaine comparution aura lieu vendredi. Les accusations dont il fait l'objet sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à 74 ans de détention. Et on va se rendre tout de suite à New York, en ligne avec nous, notre confrère Grégory Phillips de France Info. Bonsoir. Oui, bonsoir Sonia. Alors d'après les informations dont vous disposez ce soir, qu'est-ce qui a déterminé, qu'est-ce qui a motivé la décision de la juge de refuser la liberté sous caution de Dominique Strauss-Kahn ? Alors écoutez, c'est sans aucun doute les arguments avancés par le procureur, par l'accusation qui a utilisé des mots très durs, assez forts, et qui a comparé l'affaire DSK à l'affaire Polanski en disant comme Polanski, DSK pourrait tenter d'échapper à la justice américaine pour une affaire d'agression sexuelle. Et évidemment, cette allusion à l'affaire Polanski est très forte, tant on sait que ce cas a ému l'Amérique de voir le réalisateur quitter les États-Unis pour fuir sa peine et fuir vers l'Europe. Donc le procureur a dit Strauss-Kahn est un homme puissant, est un homme de réseau qui connaît beaucoup de monde et en France et aux États-Unis, et si on le laisse en liberté, eh bien il profitera sans doute de ça pour rentrer chez lui à Paris ou en Europe, et c'est sans doute l'un des arguments qui est apporté, c'est ce qu'a dit le procureur, la volonté éventuellement de fuir de DSK, même si cette volonté a évidemment été niée par les avocats de la défense. Alors on parle beaucoup évidemment de l'onde de choc ici en France. Grégory, est-ce qu'aux États-Unis, l'opinion américaine a déjà tranché? Est-ce que pour elle, Dominique Strauss-Kahn est déjà coupable quand on voit la une des journaux? Alors en fait, il faut que je dise quelque chose, c'est que Dominique Strauss-Kahn est peu connu ici en Amérique, même si c'est le patron du FMI, ce n'est pas une personnalité si publique que ça, et donc les grands médias nationaux, par exemple, ne font pas cet après-midi l'ouverture de leurs journaux avec ça. C'est un peu moins vrai de la part de la presse new-yorkaise qui se passionne pour cette affaire, puisqu'elle a eu lieu dans un hôtel ici de Times Square, et les journaux, les tabloïds de New York, notamment le Post ou le Daily Mirror, ne sont pas tendres avec Dominique Strauss-Kahn. Je crois qu'il y avait une hier qui l'appelait le pervers en une avec sa photo menottée. Vous voyez que la presse tabloïde, au moins en tout cas, juge effectivement que DSK est coupable. Les journaux plus sérieux ne tranchent pas et s'inquiètent non pas de l'avenir politique de DSK en France, et évidemment ce n'est pas leur priorité, mais plus de ce qui peut se passer au FMI, le Fonds monétaire international.
Dernière question, est-ce que vous avez des informations sur cette histoire évoquée d'une autre agression sexuelle dont il a été question tout à l'heure dans l'après-midi ? Non, alors ça a été effectivement évoqué par le procureur, par l'accusation, qui a évoqué la possibilité d'au moins un autre cas d'agression ou de tentative d'agression sexuelle de la part de Dominique Strauss-Kahn, mais sans aucune précision, sans dire si ce cas a été enregistré à New York, si par exemple l'accusation a connaissance d'une plainte ou pas. On en saura sans doute plus vendredi prochain lors de la prochaine audience. Ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est que et l'accusation et la défense vont essayer de multiplier les arguments pour convaincre un jury populaire maintenant qu'il faut ou non organiser un procès, et il semble que le procureur a donc quelques éléments d'information qu'il va développer dans les prochains jours. Merci beaucoup Grégory Phillips en direct depuis New York aux États-Unis. Et puis toute cette journée a été marquée par des images chocs de Dominique Strauss-Kahn, menotté, sortant d'un commissariat à New York. Aucune précaution n'a été prise pour éviter le crépitement des flashs et l'œil des caméras pour la justice américaine. Tous les prévenus, quels qu'ils soient, sont traités de la même manière. Le déroulé des événements avec Aurélien Romano. Aucun traitement de faveur pour Dominique Strauss-Kahn. Pour la police américaine, il est injusticiable comme les autres. Après 30 heures de garde à vue, le directeur du FMI sort menotté devant les télés du monde entier pour subir des tests ADN. Avec ces nouveaux tests, les enquêteurs veulent vérifier s'il y a bien eu un contact physique avec la victime qui dit l'avoir griffé. Au même moment, la victime présumée, dont le visage est absent des écrans, est décrite comme une employée modèle par la direction du Sofitel. Mais au même moment, les avocats de Dominique Strauss-Kahn y croient encore. Samedi, à l'heure du crime, le patron du FMI aurait déjeuné avec sa fille, un alibi immédiatement battu en brèche par la police. L'agression aurait eu lieu vers midi et non 13h, c'est toute une défense qui se fissure. Tout s'enchaîne alors, Dominique Strauss-Kahn est conduit au dépôt du tribunal de la Cour de justice de New York pour attendre son audience. Ce soir, on sait qu'il ne ressortira pas libre avant au mieux vendredi. Et ce soir, on en sait un peu plus sur le profil de la jeune femme qui travaille donc au Sofitel de New York. C'est une mère célibataire d'origine ghanéenne. Ses amis et voisins parlent d'une femme discrète qui travaille beaucoup depuis 3 ans. Elle est femme de chambre au Sofitel et cela fait 1 mois environ qu'elle est affectée au 28e étage réservé aux personnalités. Alors nos invités pour parler de cette affaire, avec nous le patron des sénateurs socialistes, Jean-Pierre Bel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous ce soir. Et le directeur de Valeurs Actuelles, François Dorcival. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Bienvenue. Alors, Jean-Pierre Bel, vous avez vu évidemment ces images de l'audition de Dominique Strauss-Kahn. Quelle a été votre réaction? Écoutez, quand vous avez un ami, quelqu'un qui a joué un rôle éminent, que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un qu'on a pu admirer, d'ailleurs sur tous les bancs de cette Assemblée ici au Sénat. Et lorsque vous voyez ces images-là, vous êtes saisi, vous êtes saisi par l'émotion. Et aussi un sentiment d'incompréhension. Incompréhension face à ce qui apparaît être comme une forme d'humiliation voulue. Alors j'ai bien compris que dans le système américain, où chacun doit être égal face à la fois au jugement et face aux médias, il faut en passer par là. Sauf que c'est la vie d'un homme qui peut être facilement Vous estimez brisée. que son honneur, quels que soient les faits qui lui sont reprochés, que son honneur est bafoué, qu'il est un petit peu... Oui, je trouve que dans ces images, il y a une forme de volonté de briser un homme. Et vraiment, j'étais jusque-là critique sur le système accusatoire américain. Mais aujourd'hui... je souhaite vraiment qu'on soit prémunis face à cette manière d'exercer la justice. Alors, François Dorcival, votre regard de journaliste, vous aussi, vous avez vu ces images. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit, eh bien, le droit d'informer, c'est pas ça. C'est pas le droit de tout montrer. C'est peut-être pas le droit d'humilier, comme vient de dire Jean-Pierre Bel. Ou alors, eh bien, il faut montrer ces images. C'est la réalité de la justice telle qu'elle est. C'est-à-dire que nous, Français, nous découvrons ce qu'est le fonctionnement de la justice américaine. Et la justice américaine fonctionne étroitement avec les procureurs qui eux-mêmes travaillent avec les policiers et les médias. Tout ça est un système qui effectivement rend public toutes les décisions, tous les moments, tous les instants d'une procédure. Et donc pour nous c'est un choc épouvantable, c'est vrai, même personnellement. Cela explique l'attitude d'ailleurs de décence de l'ensemble de la classe politique française, à droite comme à gauche. Et cela signifie aussi combien nous avons été surpris
par la décision qui a été prise au tribunal tout à l'heure, surpris parce que nous étions persuadés, auto-intoxiqués par nous-mêmes, qu'il serait libéré. Alors, il y a 48 heures, Jean-Pierre Bel, on se posait la question de l'avenir politique de Miss Strauss-Kahn. Et ce soir, on a l'impression que cette question est déjà dépassée, balayée. On se pose la question de l'avenir de l'homme. Le tribunal évoque cette peine théorique de 70 ans. Comment vous accueillez cela? C'est encore de l'incrédulité ce soir. Les socialistes étaient groggy il y a encore 48 heures. Aujourd'hui, est-ce que vous réalisez ce qui peut arriver? Écoutez, moi je veux croire à la présomption d'innocence. J'espère que Dominique Strauss-Kahn aura la capacité et la possibilité de se défendre. À partir de là, je ne vais pas rentrer dans des spéculations qui concernent notre pays et mon parti qui est le Parti Socialiste. Ce sont deux choses complètement différentes d'ailleurs. Oui, hier, le destin du PS passait quand même par Dominique Strauss-Kahn pour une majorité des Français, pour quasiment une majorité des responsables socialistes. Aujourd'hui, le destin du PS, il est déconnecté de celui de Dominique Strauss-Kahn. Je remarque que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Parce que, bah oui, puisqu'on a dit du PS qu'il avait un problème de leadership, que Dominique Strauss-Kahn avait, si j'ai bien compris, résolu ce problème de leadership, et qu'à partir du moment où il disparaît, à nouveau, nous retombons dans des difficultés. Bon, c'est pas exactement comme ça que les choses étaient écrites, parce que d'abord, nous ne savions pas si Dominique, que j'ai rencontré il y a 10 jours, serait véritablement candidat. Et puis, il y avait des primaires qui sont organisées et qui permettaient à chaque candidat de faire valoir ses arguments et qui pouvaient déboucher sur un autre scénario que celui-là. Mais il ne faut rien changer, ni le calendrier, ni les ambitions de certains, ni les motivations des autres. Tout doit rester tel écoutez, quel. il faut toujours s'adapter à toutes les situations. Mais je pense que d'abord, il faut pas parler à l'imparfait de l'innocence de Dominique Strauss-Kahn. Il faut attendre. Je pense que si les socialistes ont décidé aujourd'hui d'être rassemblés, c'est parce qu'ils veulent en savoir plus. Et ensuite, en effet, nous sommes une grande formation politique. Ce qui compte, c'est que nous représentons également l'espoir de millions de Français qui aujourd'hui ont aussi besoin d'entendre notre voix et qu'à partir de là, nous ne devons pas... Quand on entend cette musique, on comprend que le PS est en marche, c'est ça? Il est déjà au travail? Bien sûr, le PS est au travail. Ce soir, demain, nous allons avoir une réunion importante. Nous sommes sur le projet. Ici, les groupes parlementaires, vous le savez, continuent à travailler. C'est cela qui est important. Je ne voudrais pas que l'on essaie de jouer à notre niveau une opération d'intoxication pour simplement affaiblir le Parti socialiste. Aujourd'hui, il n'est pas affaibli en tant que tel. Mais François Darciel, c'est quand même une bombe à retardement. J'allais même dire à fragmentation, ce qui est en train de se passer pour le Parti socialiste. Est-ce qu'il n'est pas, non pas affaibli, mais en tous les cas entraîné par ce calendrier judiciaire aussi? C'est-à-dire que toute l'ambiance actuelle qui est fondée sur la présomption d'innocence fait que l'innocence ou la culpabilité de Dominique Strauss-Kahn ne peut intervenir qu'au terme d'un long processus. Cela signifie qu'aujourd'hui, certes, nous sommes suspendus à la parole de Dominique Strauss-Kahn exprimée par lui ou par ses avocats. Il n'a pas beaucoup parlé, hein, on attend bien sûr. Mais en même temps, le Parti socialiste sait très bien que de ce côté-là, c'est fini. Donc, il est obligé, lui, de se mettre... Vous êtes d'accord sur ce point, Jean-Pierre Bel, c'est fini? Non, je ne veux pas aujourd'hui, il y a une forme de décence à avoir. Je ne veux pas aujourd'hui, moi, faire des analyses sur les primaires du Parti socialiste en fonction de la situation de Dominique Strauss-Kahn. Mais il peut être encore candidat? Écoutez, s'il est innocent, il peut l'être. Oui, seulement le problème de l'innocence, encore une fois, ne sera là pas en fonction du calendrier des primaires socialistes, mais en fonction du calendrier de la justice américaine. Et donc, malheureusement, les faits s'imposent à nous, encore une fois. Bon, alors à partir de là, le Parti socialiste, il est dans la situation d'avoir son calendrier, on vient de le dire, des primaires, candidature le 28 juin, primaires en octobre, campagne en septembre. Tout est maintenu, Benoît Hamon l'a précisé tout à l'heure au 20h de France. Ce qui va probablement bouger, ce sont les candidats qui vont se déclarer. Ça, oui, ça va bouger, parce que vous aviez, on parle de Martine Aubry naturellement, comme on parle d'une éventualité Laurent Fabius, etc., en sachant qu'aujourd'hui, c'est François Hollande qui tient la tête. D'ailleurs, Jean-Pierre Bel, on se souvient que vous n'avez pas pris position du fait de votre fonction ici de responsable des sénateurs socialistes. Est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire,
Par la force des choses, le jeu est ouvert et vous pouvez dire ce que vous pensez vraiment, c'est-à-dire soutenir votre ami François Hollande. Sonia, j'ai bien dit que ce soir, je ne rentrerai pas sur ce terrain. Je préfère attendre. Nous allons demain nous retrouver, nous rassembler. Nous serons, j'espère, dans la dignité, dans la responsabilité, pour faire en sorte que tous ceux qui ont confiance en nous puissent demain continuer à nous accorder cette confiance. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant parce que, effectivement, c'est ce climat-là que le Parti socialiste va défendre. Et c'est logique. Il a raison, quelque part. C'est logique, il ne peut pas en être autrement. Donc ça va durer pendant un certain temps, mais une période courte, parce que naturellement, la politique reprend toujours ses droits. Mais ça signifie une chose, c'est que le Parti socialiste sait que non seulement il va y avoir la bataille des élections primaires, mais qu'après les élections primaires, il devra se rassembler autour de celui qui aura obtenu le plus de suffrages. Autrement dit, il n'est pas nécessairement dans une situation de faiblesse pour l'avenir. Dernière question, c'est sur les conséquences sur l'image de la France. On a vu que la droite, et c'est peut-être compréhensible dans cette affaire, dans ce climat, retient ses coups, mais elle se fait un peu plus dure ce soir, puisque Nathalie Kosciusko-Morizet et Chantal Joannou disent quand même que la France est victime de l'affaire DSK. Malheureusement, Jean-Pierre Bel, est-ce que quelque part, il y a un fond de vérité dans tout cela ? Cette situation est une situation grave, je pense, qui impacte sur bien des secteurs. Hein. J'ai lu que le FMI était touché, le Parti socialiste. Bon, bien entendu qu'on n'a jamais connu une situation comme celle-là. Moi, je disais à l'instant, je ne pensais pas connaître ça dans ma vie politique. Donc, à partir de là, chacun peut en tirer quelques conclusions. Alors, quelquefois, quand on ne veut pas attaquer directement, vous savez, il y a le billard à 3 bandes et on peut, par des déclarations, d'une certaine manière, essayer. Vous pensez qu'il y a des éléments de langage qui commencent un petit peu à brouiller la... En effet, on peut essayer de tirer profit d'une situation, mais ça, je pense que ça n'ira pas trop loin. Et comme M. Dorcival, je pense en effet que ceux qui peut-être aujourd'hui se satisfont de cette situation ont peut-être tort, parce que vous savez, les Français, ils sont aussi lucides. Et ils sont capables de juger. Ils voient bien qu'une affaire personnelle et privée n'a peut-être rien à voir avec les questions politiques qui les préoccupent, et notamment avec ce qu'incarne le Parti socialiste aujourd'hui. Même si c'est un tsunami politique qui a des conséquences vraiment sur tous les domaines. Dernière question, François Dorcival. Il y a forcément des images, d'autres images qui vont arriver. Il y a une prochaine audition pour vous. Il faut que les médias français, il faut que tout cela soit montré, soit sur la place publique. Il faut. Aucun doute. Vous ne le feriez pas, d'autres le feraient. Nous sommes dans un univers médiatique et judiciaire. Il en est ainsi, c'est un fait. On voudrait empêcher Internet de publier les photos 24 heures sur 24 partout dans la planète. On ne le ferait pas. Donc, je crois que c'est l'attitude des journalistes, c'est l'attitude des hommes politiques de respecter une décence. Maintenant, le reste nous échappe. Merci beaucoup François Dorcival et merci beaucoup Jean-Pierre Bel d'avoir réservé votre intervention pour Public Sénat le 22h. Merci à vous. Et bien sûr, on continue à parler de cette affaire. Il n'est guère imaginable à présent que Dominique Strauss-Kahn puisse encore présider le Fonds monétaire international après les communiqués laconiques de l'organisation aujourd'hui et hier. L'heure est déjà à la réorganisation en interne. Les réunions se poursuivent à Bruxelles, notamment aujourd'hui avec les ministres des Finances de la zone euro. Mais les conséquences de l'affaire Dominique Strauss-Kahn n'ont pas fini de bousculer le FMI. Margot Brio. On connaît son nom depuis hier. L'Américain John Lipsky a pris les rênes du FMI. Mais sera-t-il à la hauteur? Sur la planète économique, l'heure est à l'inquiétude. En Europe d'abord, cette affaire tombe au plus mal pour l'Union européenne, engluée dans une crise sans précédent de sa dette. Aujourd'hui à Bruxelles, l'absence de Dominique Strauss-Kahn pèse lourd dans les tractations de l'Eurogroupe qui réunit les ministres des Finances, même si tous minimisent l'impact. Je ne peux que me réjouir que le dialogue se poursuive entre la Banque centrale européenne, la Commission et le Fonds monétaire international qui sera bien sûr représenté. Nous avons des problèmes sérieux à évoquer concernant notamment le plan de soutien au Portugal, le financement de la Grèce. C'est ce que nous allons examiner cet après-midi. Grèce, Irlande, Portugal, ils étaient nombreux à compter sur le directeur du FMI.
Athènes perd un allié de choix alors que plusieurs pays plaident pour une restructuration de sa dette. Car le patron du FMI était l'homme des plans de sauvetage, l'opposant aux politiques rigoristes. L'activisme en faveur de la zone euro pourrait bien prendre fin avec le départ du français. Et puis inquiétude aussi pour les travaux du G8 et du G20 présidés par la France. Paris comptait beaucoup sur le soutien de Dominique Strauss-Kahn pour faire progresser ses idées en matière de gouvernance économique mondiale. La course à la succession est maintenant lancée. Par tradition, la présidence du FMI est européenne. Pourtant, les pays émergents ont eux aussi toutes leurs chances. Allez, je présente les invités qui nous ont rejoints à présent sur le plateau. Il y a, vous le connaissez bien, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Et puis avec nous également maître Christopher Ménaud. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de New York et de Paris. Et dans un instant, nous allons parler des conséquences judiciaires de tout cela. Tout d'abord, Jean-Louis, le FMI sans Dominique Strauss-Kahn, qu'est-ce qu'il devient? Ça va être difficile parce que, reprenons le calepin de Dominique Strauss-Kahn la semaine dernière. Il était à Zurich jeudi. Il revient sur Washington, il repart à New York, il a escale à Paris normalement, rendez-vous avec Madame Merkel hier, et demain il devait repartir pour je ne sais quel pays d'Afrique. On a déjà l'impression que tout cela fait partie du siècle dernier. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'activité du directeur général du Fonds monétaire international, on voit bien que le fonds ne peut plus fonctionner fondamentalement. Là, il y a une transition puisque M. Lipsky a été nommé directeur général par intérim, c'est un Américain, mais cet intérim ne va pas pouvoir durer longtemps. Alors cela dit, la réelle direction du Fonds monétaire international est assurée par un conseil d'administration sous contrôle de ce qu'on appelle le comité des 24 pays les plus importants du fonds. Le conseil d'administration se réunit plusieurs fois par semaine et gère les affaires courantes. Mais on comprend bien là aussi que ça ne va pas pouvoir durer comme ça indéfiniment. Et déjà cet après-midi, Mme Merkel a dit qu'il serait naturel qu'un Européen soit toujours à la direction du Fonds monétaire international, comme si déjà elle avait quelque part mis de côté Dominique Strauss-Kahn. Comment ça pourrait se passer? Soit par la démission de Dominique Strauss-Kahn, soit par, je ne vois pas comment, le limogeage. On lui ferait une pression sur lui pour qu'il quitte. Alors à ce moment-là se poserait la question du successeur. Alors, comme ça vient d'être dit, depuis 1944, ça a toujours été un Européen. Quand M. Strauss-Kahn est arrivé à la tête du FMI, il a lui-même déclaré, la première conférence de presse, que la présence d'un Européen à la tête du FMI ne se justifiait plus. Lui-même a dit, dès le départ, que son successeur ne serait sans doute pas européen. Mais là, on n'est pas dans une succession, on est dans un intérim, parce que le mandat n'est pas terminé. De toute façon, quel successeur? On pense immédiatement à un Chinois. Ce qui serait d'ailleurs quelque chose d'assez extraordinaire, puisque les statuts du Fonds monétaire international précisent bien que pour être membre du FMI, il faut avoir une monnaie convertible. Oui. Or, les Chinois n'ont pas de monnaie convertible et ils pourraient être malgré ça non seulement membres, ce qu'ils sont, mais en plus directeurs. On pense beaucoup aux Brésiliens aussi, Jean-Louis. Je voyais sur les sites brésiliens, ils poussent déjà leurs candidats ce soir. Les pays émergents en général, évidemment. Mais vous comprenez que la Chine, deuxième puissance économique du monde, aucune place importante dans les grandes organisations internationales. La question économique pour elle est beaucoup plus importante que les questions politiques, style ONU, etc. Donc ils vont pousser sans doute très fort, mais ça serait une donne nouvelle dans l'économie mondiale parce qu'on peut supposer, si on fait un peu de science-fiction, que le yuan devienne à ce moment-là une monnaie convertible, ce qui changerait complètement la donne de l'économie mondiale et qui irait dans le sens de ce que tout le monde réclame. Oui. Mais vous parlez d'un Européen. Est-ce qu'on peut penser à un Français encore à la tête du FMI et même à une Française? Je pensais à la ministre Christine Lagarde qui n'a pas caché son envie d'y être. Est-ce que c'est totalement exclu ou est-ce que ça reste une hypothèse possible? Moi, mon avis, cette hypothèse, effectivement, a été présente. Madame Lagarde, oui, on pourrait dire, elle pourrait venir pour terminer le mandat. Monsieur Sarkozy est président du G20 jusqu'à la fin de l'année. On pourrait, quelque part, pour que la France n'apparaisse pas comme liée à ce qui semble être maintenant un destin tragique de Dominique Strauss-Kahn, dire, bon, pour assurer la fin du mandat, Madame Lagarde pourrait être une candidate, surtout qu'elle est appréciée. J'ai vu sur CNN, un anglais absolument parfait, connaissant bien les dossiers internationaux comme elle l'a montré à l'occasion du G20. Mais le prochain mandat à un Français, ça me paraît... il y a eu 4 Français à la direction du Fonds monétaire international. Jamais, il n'y a pas une organisation internationale qui a mieux servi les Français que le Fonds monétaire international. Ils ont plutôt bien
travailler, que ce soit M. Delarosière, M. Cansu et même Strauss-Kahn, quelque part, bien sûr. Mais là, le monde a tellement changé ces dernières années qu'il faut faire une place aux pays, à ce qu'on appelle les pays émergents. Et ils le réclament fortement, ils attendent leur place. Merci beaucoup Jean-Louis. Restez avec nous. On va évoquer maintenant évidemment ce volet judiciaire avec Maître Christopher Menot. Vous avez vu, Maître, ces images de l'audition de Dominique Strauss-Kahn. On en parlait avec nos invités politiques et puis les journalistes qui ont été choqués, comme la plupart d'ailleurs des journalistes dans certaines rédactions. Je parle même de la nôtre. Comment vous avez vu ces images? Est-ce qu'elles sont d'ailleurs tout à fait normales aux États-Unis? Écoutez, j'ai deux réactions assez radicalement opposées. D'abord, je vis en France, donc je comprends parfaitement la réaction des Français qui était une réaction de choc de voir un ancien ministre et le directeur du FMI en train d'être menottés dans le dos. D'un autre côté, en tant qu'Américain, avocat américain, ces images ne me choquent pas. Tous les grands qui se trouvent dans les tenailles, entre les tenailles du système judiciaire américain, finissent comme ça. C'est appelé the walk, la marche. Ils arrivent tous comme ça, menottés, et ils passent après devant le juge. Donc malheureusement, c'est en quelque sorte l'expression d'une certaine notion égalitaire de notre système judiciaire américain. On peut comprendre que tous les prévenus soient traités sur le même pied d'égalité, mais celui-ci est particulier. Il y a des conséquences, bien sûr, les bourses mondiales, il y a des conséquences sur des organisations énormes. Est-ce que, compte tenu de cela, on ne pouvait pas éviter ces images ? Malheureusement, le système de justice américain est plutôt neutre sur ces questions. Encore une fois, on peut l'admirer, on peut le déplorer. On ne peut pas lui reprocher, par contre, de l'hypocrisie sur ces questions. Elle s'est démontrée tout à fait neutre. Elle traite M. Strauss-Kahn comme elle traite n'importe autre prévenu. Alors, on va continuer à parler des aspects judiciaires ensemble. On va d'abord avoir en ligne avec nous, il est là, François Jost. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes spécialiste des médias, vous êtes professeur à Paris 3 Sorbonne. Est-ce que vous-même, François Jost, vous avez été choqué, vous avez été troublé par ces images ? Écoutez, à vrai dire, j'ai été choqué avant ces images parce que j'ai trouvé que depuis 2 jours, on instruisait l'affaire dans les médias et que finalement... Dans les médias américains ou français? Dans les médias français aussi, parce que dès le début, on a réfléchi sur les conséquences, sur ce qui arriverait si Strauss-Kahn était coupable, etc. Mais on n'a pas du tout attendu pour discuter d'avoir l'autre version, sa version, d'avoir quelque chose de contradictoire. Donc il y a eu quelque chose comme une sorte d'instruction par les médias qui était très déplorable. Donc ça, je l'ai déjà déploré. C'est vrai qu'il a été considéré comme coupable pour tout le monde, qu'on a fait fonctionner la machine à vraisemblabiliser à plein, c'est-à-dire qu'on disait oui, on a trouvé dans son passé des choses qui pouvaient expliquer quelque chose qui n'a rien à voir, et donc on a vraiment instruit quelque chose contre lui, quoi. François Jost, j'ai une question. Vous dites qu'il y a, selon vous, une manipulation de la part des médias, notamment français. Comment vous l'auriez traité? C'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer ces images? Il ne faut pas... Non, je pense que dans un premier temps, si vous voulez, c'était bien de donner les faits qu'on pouvait construire pas à pas, au fil de l'eau, et puis peut-être attendre une journée ou deux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà plus d'éléments pour discuter des conséquences. Mais on a tout renversé, c'est-à-dire que, vous savez, les journalistes, normalement, mettent le fait puis le commentaire. On a fait les commentaires avant d'avoir les faits. Et là, je trouve ça ennuyeux. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que ça se retourne aujourd'hui, parce que finalement, ces images de Strauss-Kahn à la télévision, avec son visage décomposé, son attitude vraiment, enfin, on a l'impression qu'il est totalement abattu. Je pense que ça peut finalement le transformer en victime. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une grande propension des gens à parfois sympathiser avec les gens qui ont commis des fautes, paradoxalement, et je me demande, quand je vois sur Internet que la théorie du complot prend du succès, etc., si au fond, on ne va pas retourner les choses en faisant de choses perdues. Merci beaucoup, François Jost. On a évidemment entendu votre point de vue. Vous parlez peut-être d'une victime de Strauss-Kahn. On va rappeler aussi, pour pas choquer les victimes aussi de tous ceux qui ont subi ces agressions, qu'on pense évidemment, comme tous les invités l'ont rappelé, à la victime elle-même, évidemment, à cette femme de chambre dont on ne connaît pas encore l'identité ce soir. Alors, maître, est-ce qu'on dit que la justice américaine a en tête l'affaire Polanski?
C'est le cas, elle a une mémoire de cette affaire. Oui, c'est pour ça que la juge avait tellement peur de cette fuite. Elle l'a évoqué très souvent lors de cette audition. Oui, il y a certains points de ressemblance entre les deux. D'abord, une affaire concernant les États-Unis, un fait qui s'est passé aux États-Unis par un Européen qui, dans le cas de M. Polanski, a fui par la suite pour s'installer en France, comme par hasard. Alors, si vous regardez les traités d'extradition entre la France et les États-Unis, la France n'est pas obligée d'extrader ses citoyens vers les États-Unis. Donc, dans la tête de la justice américaine, si jamais M. Strauss-Kahn avait réussi à quitter le sol américain pour arriver quelque part en France, il aurait été difficile, voire impossible pour la justice américaine de le récupérer par la suite. On a noté avec Jean-Louis tout à l'heure, en réécoutant cette audition, que la juge avait beaucoup parlé des relations de Dominique Strauss-Kahn en France, des relations politiques. On avait presque l'impression, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, bien qu'elle parlait peut-être déjà d'une complicité de la France pour aider à la fuite de Dominique Strauss-Kahn. C'était assez particulier. C'est pas impossible qu'elle se dise, écoutez, la France, un directeur du FMI qui est de nationalité française, on va avoir une espèce de sympathie naturelle pour lui. Après, les États-Unis se font peu d'illusions sur ce que la France pense de certains aspects peut-être psychorigides de la mentalité américaine. Elle, en tout cas, elle a décidé qu'il existait le risque d'une fuite, vrai ou faux. Elle a raison, elle a tort. Elle a fait le nécessaire d'après ses règles à elle et d'après les règles de la justice américaine de faire en sorte qu'il ne soit pas en mesure aujourd'hui de fuir le pays. Pour finir, Maître, la prochaine audition, c'est donc le 20 mai. Je crois que c'est un vendredi. On va voir s'il est libéré sous caution. Est-ce que ça peut aller contre tout ce qu'on a entendu, parce qu'on dit que la justice américaine dans ces cas-là est très longue? Est-ce que ça peut aller beaucoup plus vite que prévu? Écoutez, moi dans un sens ou dans l'autre? Je pense que ça risque d'aller assez vite parce que ce n'est pas une affaire à caractère scandale financier avec des millions, milliards de dollars et des milliers de victimes. Il y a une victime, il y a un inculpé, enfin un accusé. Il y a un certain nombre de témoins fort limités en nombre, sans aucun doute, et il y a de la preuve qui risque d'être assez réduite de par sa quantité. Donc je pense que les avocats vont jouer le calendrier comme on fait dans tous les pays au monde, mais sur le fond, le dossier, sur le fond judiciaire, le dossier n'est pas d'une extrême complexité. Donc je pense que ça risque de se passer plutôt rapidement. Merci beaucoup, Maître, pour toutes vos précisions et merci beaucoup, Jean-Louis. On va rappeler, préciser notre question avec notre partenaire, le Figaro.fr. Elle concerne bien sûr cette affaire. La voici, DSK Gate, en tout cas l'affaire autour de DSK. La thèse de la manipulation est-elle crédible selon vous? Eh bien non, pour 50% des votants et oui pour 39% d'entre vous. Voilà. Pour cette question, on va finir avec la revue de presse à présent de Caroline Delage. Bonsoir Caroline, notre confrère Public Sénat. En commençant par l'accueil des sites internet des journaux de la nouvelle ce soir de l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn. Oui, cette information de l'après-midi est reprise évidemment par tous les sites des journaux. No merci, pas de pitié sur le site du Daily News, qui fait d'ailleurs un jeu de mots en écrivant merci en français et pas en anglais. No bail for IMF chief, pas de caution pour le chef du FMI, ça c'est sur le site du New York Post. Ce sont d'ailleurs les journaux new-yorkais, il faut le rappeler, qui ont été les plus virulents envers DSK.